Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, je vais partir sur la série de vidéos que je fais, vous savez, dans ma bibliothèque, où je vous montre des livres que j'ai pas forcément lus, mais dont j'ai envie de parler, puisqu'ils me font forcément envie, puisque je me les suis procurés. Et aujourd'hui, comme on est sur le mois d'octobre qui débute, j'avais envie de vous donner un petit peu des idées lecture, des envies que j'ai aussi. Donc forcément, vu tout ce que je vais vous montrer, je ne lirai forcément pas tout. Il y en a quelques-uns en fin de vidéo que je vous montrerai où ça va être plus ou moins le début de ma pile à lire, on va dire, pour le mois d'octobre. La plupart c'est des lectures communes, donc je les ferai forcément. Donc il y a un peu de tout. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors comme je le disais, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais comme on parle, entre guillemets, reco lecture, mois d'octobre dit livre qui fait peur, livre d'angoisse, ce genre de truc. Donc il y aura plusieurs thématiques. Il va y avoir tout d'abord tout ce qui va être graphique. J'ai relevé quelques titres qui me font très envie. Il va y avoir aussi un petit peu tout ce qui va être livre, vous savez, documentaire ou un petit peu en dehors du cadre d'un roman classique. Il y aura aussi du thriller, du livre qui fait peur ou qui aborde des thématiques un petit peu frissonnantes. Et des livres jeunesse. On commence tout de suite. Tout d'abord, alors en titre qui peut faire peur, je vais vous parler de Shinotori, donc de chez Kazé. Donc c'est du seinen de Dr. Im. Donc c'est une série en 3 tomes, j'ai la trilogie, il est encore emballé. Donc dans cette histoire, on va suivre Kuro, qui est un criminel qui est en transit dans un avion. Et il y a des hommes masqués qui vont prendre d'assaut l'avion et qui vont s'enfermer dans le cockpit avec une petite fille. Et Kuro va aller vouloir délivrer cette gamine et savoir ce qui se passe dans ce poste de pilotage. Il va se retrouver nez à nez avec une créature ailée qui est monstrueuse et qui a exterminé tout le monde dans le cockpit. C'est comme ça que l'histoire va débuter. Donc je pense qu'on voit quand même au dessin que c'est assez sanglant, assez macabre. Et vous avez ici les autres couvertures. Quand on voit le tome 2, ça inspire pas non plus la joie de vivre. Donc voilà, ce titre-là qui me fait fort envie. En plus, il était sorti dans un coffret. Alors je sais plus à quelle période, au moment de Noël, je crois, ou je ne sais plus. Donc j'ai déjà tout, donc c'est cool. Donc Trigger Warning, c'est marqué que le contenu de ce manga peut heurter la sensibilité de certains lecteurs. Donc vous vous doutez que, vu la thématique du jour, ça va pas être non plus les petits oiseaux qui gazouillent. Autre titre et autre graphique qui me fait fort envie, que je vous ai présenté il y a quelques mois parce que je me l'étais procuré lors des Imaginales. Donc c'est Loving a Reaper de Jenny Ginia, donc aux éditions Livresse. Donc un livre qui est un graphique absolument magnifique, qui me fait très très envie, mais en même temps très très peur. Donc la thématique rentre dans le truc. Ici on va aborder tout ce qui va être maltraitance animale. Donc il paraît que c'est un titre assez triste. J'en avais discuté avec certaines personnes qui l'avaient lu, parce que l'autrice a d'abord été a publié ses planches sur Twitter, d'après ce qu'on m'a dit, et que c'était assez triste parce que forcément on parle maltraitance animale, mort d'animaux, ça peut heurter la sensibilité de certains, mais moi c'est un titre qui me fait fort envie, parce que moi vous savez que les animaux c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc qui peut être triste mais en même temps très poétique, donc peut-être plus dans quelque chose de mélancolique. Donc un livre assez qui est très beau, moi je trouve. Je vais essayer de vous montrer quelques planches sans trop vous spoiler et pas me spoiler non plus. Donc on sera sur ce genre de graphisme assez simpliste, qui plus est, mais tout est en noir et gris, mais qui reste plutôt beau. Je vous en montre une autre, vous voyez, avec la mort. Et du coup, donc elle va nous partager un petit peu ces moments qu'on peut avoir avec des animaux. Moi, vous savez que j'ai une chienne et que je l'aime plus que tout. Et je partage des super moments avec elle. Comme vous devez avoir des animaux domestiques que vous aimez plus que tout. Mais également, cette BD va servir à l'autrice à dénoncer les comportements que certains humains ont envers les animaux. Donc de la maltraitance. Donc trigger warning, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être fait en rendant hommage, dénoncer, mais voilà, par la violence qu'ils vont subir, mais également par la libération qu'ils auront en décédant. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je vous dis. Mais voilà, un livre que j'avais vu plusieurs fois en salon, que j'avais résisté à acheter, et là j'ai vraiment envie de m'y plonger. Et en plus, il y avait une partie des gains qui étaient reversés à des associations et des refuges. C'est un livre qui coûte quand même 35 €, mais je trouve qu'il est vraiment joli. Et voilà, le fait que moi derrière... il y a des pages couleurs quand même, je vois ça à la fin.
Il y a quelques pages couleurs. Mais voilà, moi je voulais aussi participer voilà, en ayant un livre et en donnant à des associations. Parce que moi, voilà, je trouve que la cause animale, c'est une cause qui me touche. Et moi, en général, quand je me balade en magasin et que je vois qu'il y a des collectes, majoritairement, je les fais. Je donne toujours des croquettes ou quelque chose. Et je trouve que c'est important de le faire. Donc voilà, un titre qui peut être plaisant, mais qui peut être aussi émotionnellement difficile. Voilà, donc vous voyez, hein, je reste assez large au niveau lecture creepy. On aborde la mort, mais on n'est pas forcément dans quelque chose de macabre. Autre titre, aussi un graphique que je me suis procuré, que je n'ai toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il me fait extrêmement envie, c'est une BD de chez Grand Angle, ça s'appelle Les Sœurs Fox. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent les Sœurs Fox, c'est celles qui sont à l'origine du spiritisme, avec les tables qui tournent, parler avec les morts, les toc-toc contre le mur, un toc c'est oui, deux tocs c'est non. Vous voyez le genre. Et ici dans cette BD donc de Philippe Charlot et de Grégory Charlet, donc ces deux auteurs et dessinateurs vont revisiter un petit peu la vie de ces deux sœurs qui ont un peu défrayé la chronique en déclarant pouvoir parler et communiquer avec les morts. Alors attendez, je vais juste préciser une petite chose avant de vous montrer les planches. Au scénario c'est Philippe Charlot et au dessin c'est Grégory Charlet. Voilà, au moins c'est fait. C'est une série de BD en 2 tomes. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a un petit peu des reflets. Je vais essayer de vous montrer une autre planche, peut-être un peu plus colorée. Voilà. Donc vous avez le premier tome qui s'appelle Esprit, êtes-vous là? Et j'aime beaucoup cette idée avec la fille, avec les branches, ça fait des cornes, enfin j'aime beaucoup. Et le deuxième tome qui est L'Esprit de famille. Donc je ne sais pas exactement comment ça va être abordé, parce qu'il semblerait, moi j'avais lu plusieurs fois l'histoire grosso modo de ces deux sœurs qui en fait ont révélé que c'était de la supercherie sur la fin de leur vie, il me semble. Mais voilà, c'est à une certaine époque, c'est en 1848, les gens étaient beaucoup moins informés des choses, au niveau même technologique, on était beaucoup moins avancé qu'avant, donc elles ont fait le buzz, elles ont réussi à faire leur beurre là-dessus, donc voilà, ça reste quelque chose quand même qui malgré tout persiste aujourd'hui, hein, le spiritisme. Alors je ne dis pas que j'y crois ou j'y crois pas, chacun ses convictions, mais qui voilà, qui n'est pas tombé dans l'oubli, c'est une pratique qu'elles ont mis en avant et qui existe encore aujourd'hui. Ensuite, on va être dans des lectures un peu plus documentaires, pas forcément une histoire à raconter, on va être sur d'autres thématiques. Donc ici c'est Yinis Édition, c'est de Seth Graham Smith, avec une préface de Wes Craven. Donc comment survivre dans un film d'horreur. Je trouve que la couverture est géante. Voilà, vous avez ça. Et voilà, alors la petite dame au début elle a peur face à tous ces grandes figures de l'horreur, et ensuite elle arrive à se débrouiller grâce au bouquin. Donc vous verrez sur la couverture, on est quand même face à des noms de l'horreur assez connus. Ouais, il y a vraiment du monde, quoi. Et ce livre va être construit de façon à vous faire un espèce de guide de survie, pour vous expliquer, il y a le ticket de caisse, pour vous expliquer comment survivre du coup dans un film d'horreur. Donc tout d'abord, comment savoir si je suis dans un film d'horreur, comment reconnaître quel type de film d'horreur je suis. Ensuite, à l'école de la survie, donc comment survivre en grandes vacances, à une nuit de babysitting. Donc vous voyez, on va revoir toutes les thématiques. Ensuite, il y a comment survivre dans une maison hantée, comment survivre dans un cimetière, comment survivre à une invasion extraterrestre planète Terre, et que faire si votre champ de maïs est infesté d'enfants. Donc il y a vraiment plusieurs thématiques. Je pense que c'est vraiment un livre un petit peu second degré. Regardez, vous avez même le personnage de Ring. Voilà, vous avez comment tuer un zombie ou une poupée tueuse, comment rester éveillé une semaine entière, comment réussir un exorcisme et battre Satan. Donc je trouve que voilà, le petit côté décalé est plutôt drôle. Vous avez des illustrations également tout le long du livre avec cette petite couleur un peu bleutée. Donc je trouvais ça vraiment sympa, et je pense que c'est vraiment de circonstance pour le mois d'octobre. Alors là on va être sur autre chose aussi. J'avais trouvé ça pareil il y a quelques temps. Ça s'appelle Le Paranormal en question de David Gallet, c'est aux éditions de L'Opportun, une maison d'édition qui publie pas mal de trucs autour de tout ce qui est paranormal. Et ici en fait c'est toutes les questions qu'on peut se poser par rapport au paranormal et auxquelles l'auteur va répondre. Donc vous avez également des photos. C'est quoi un ectoplasme? Qu'est-ce qu'un Ouija? Qu'est-ce qu'un poltergeist? D'où viennent les vampires? Pourquoi croiser un chat porte-t-il malheur? Et du coup, on va peut-être un peu démonter toutes ces croyances et leur donner leur sens véritable, vous savez, originel. Et je pense que ça peut être aussi très intéressant. Je trouve que la couverture, elle est bien creepy en plus.
Donc voilà, petite lecture aussi qui peut être sympa. On n'est pas forcément obligé d'aller tout le temps sur un roman d'horreur pour la période d'octobre. Et ça peut être... moi j'aime bien ce genre de truc. En même temps, vous doutez si c'est dans ma bibliothèque. Dans le même style, celui-ci aussi que j'ai acheté... attendez, j'ai le ticket de caisse encore. Donc que j'ai acheté en 2018. Donc Laurent, bravo. C'est Poupées hantées et autres objets maléfiques de Marie Alzina aux éditions Le Temps Présent dans la collection Démons et Merveilles. Alors moi déjà rien que la couverture, je suis déjà en bas de triple parce que j'aime pas les poupées. Et les marionnettes, je suis pas vraiment fan. Donc ici, les objets les plus communs peuvent être hantés, donc jouets, vêtements, bijoux, meubles, tableaux, etc. Et une force non définie, souvent assimilée à l'énergie de leur ancien propriétaire ou un esprit malin, les utilise alors à des fins nuisibles. Et du coup, je pense qu'on va revenir sur tout ce qui est... Il y a vraiment des images, franchement. Moi, perso, je suis pas de ouf, quoi. Bon, la qualité n'est pas toujours très top. Mais franchement, moi, il y a ça chez moi. Moi, ça dégage. Hein. Moi, je laisse pas ça chez moi. Hein. Je sais pas vous, mais... Donc, voilà, ils vont montrer... Alors, il y a les meubles, il y a les miroirs, il y a les poupées. Ah, les photos, elles sont... moi, vous savez, je suis en PLS devant une poupée, moi. Donc, il y a les poupées, les tableaux, les miroirs, les meubles, les effets personnels... Il y a des témoignages. Voilà, moi j'aime bien aussi ce genre de... Oh la vache, c'est glauque. Hein. Moi je suis désolé. Moi je dis ça, je dors plus de la nuit. Faut que je dise ça le matin, pas l'après-midi, sinon je me sens pas bien. Ouais, franchement, moi je suis pas de ouf. Donc si vous aimez les trucs un peu creepy, ça peut être vraiment sympathique. Mais voilà, on reste encore une fois dans le thème. Pourquoi j'ai acheté ça d'ailleurs? Mais ça peut être cool. Alors ensuite, on va passer sur autre chose. C'est un livre que j'avais trouvé d'occasion il y a quelques temps. C'est un roman de chez Lumen, écrit par Wilzard, ça s'appelle Remember. Par contre, je me suis toujours posé la question, donc si l'un d'entre vous a la réponse, je veux bien que vous me la donniez en commentaire. Remember, c'est aussi un manga. Moi, j'avais été chercher sur internet savoir l'ordre de chronologie, si le roman était indépendant du manga et était une novélisation de la même histoire, ou si il s'inscrivait dans la chronologie de la lecture du manga. Et j'avais vu quelque part qu'il s'inscrivait en plein milieu du manga. Donc j'ai toujours eu un peu des réticences à le lire, en ayant peur qu'il me manque des éléments pour comprendre l'histoire. Mais je ne sais pas. C'est marqué, si vous croisez la rouge sang, ne vous retournez sous aucun prétexte. On est sur de la légende urbaine, des boucles temporelles et une chasse au trésor macabre. Donc je ne sais pas si c'est une histoire indépendante qui va s'inscrire dans la continuité du manga, qui va explorer une autre histoire autour de la rouge sang. Je ne sais pas du tout. Je sais que je l'avais pris sans connaissance de cause, qui me faisait très envie. J'aime beaucoup la couverture, le résumé donne envie. C'est peut-être vraiment une histoire à part. Si jamais vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. Alors aussi des nouvelles, bien évidemment. Donc au début, j'hésitais à le mettre. Puis je me suis dit, je vais les mettre parce que c'est une maison d'édition que j'aime bien, même si j'ai lu peu de choses encore chez eux, malheureusement. À chaque fois, je dis, je vais m'y mettre et je m'y mets pas. Il y a certains, vous les avez déjà vus, je les ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça, mais je vous les représente aujourd'hui. C'est des recueils de nouvelles de chez les éditions Luciférine. Donc c'est des anthologies. Vous avez Étrange Enfance, où ici on va se porter sur les peurs d'enfants, hein, tout ça. Donc on va revenir sur tous les petits symboles qui peuplent notre enfance et qui peuvent être détournés sous forme de choses plus ou moins horrifiques. Vous avez la nuit de l'enfant triste, vous avez le cheval à bascule, la fête foraine, le clown, les poupées, les origines d'Halloween, les bateaux fantômes, la sorcière. Vous voyez toutes ces peurs enfantines qu'on a au fond de nous. Et du coup, il y a tout un collectif d'auteurs qui s'est mis à reprendre ceci pour en faire des nouvelles. Je trouvais la couverture absolument sublime. C'était une contrepartie Ulule que je vous avais montré il y a peu. Et je trouve ça sublime. Et du coup, en même temps, j'avais pris en deuxième titre l'anthologie des maisons hantées. Donc ça, c'est un recueil qui date un petit peu plus dans la maison d'édition. Il y a 16 auteurs qui ont proposé leurs huis clos les plus angoissants. Des hautes tours gothiques, un appartement d'étudiants, un motel dont on ne revient pas. Chaque nouvelle présente un édifice dans lequel il serait imprudent de s'aventurer très longtemps. Spectres, démons, souvenirs d'un autre temps et monstres cannibales ont un sens de l'accueil particulier. Alors comme le disait si bien Dante, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Alors on voit que c'est un de leurs premiers ouvrages, il n'y a pas d'illustration. Enfin très peu, il y en a un là, mais il y a moins d'illustrations. Ah si, il y en a quand même, ouais je vous dis des bêtises. Voilà, un peu inquiétant de cette image. Donc voilà, je voulais les mettre en avant aussi parce que je trouve que ce qu'ils font c'est vraiment bien. Et il y avait également, dont je vous avais parlé au tout début de ma chaîne, c'était l'anthologie des démons japonais et qui est parfait aussi pour la période du mois d'octobre et d'Halloween.
Ensuite, on va passer sur des titres un peu plus... au sens premier du terme, qui va être creepy, qui va être angoissant, horrifique, tout ce qu'on veut. Donc tout d'abord, j'ai sélectionné Scary Stories chez Castlemore. Donc, histoire effrayante à raconter dans le noir de Alvin Schwartz, illustré par Stephen Gamel. Et voilà. Donc un petit poche, c'est sorti d'abord en grand format. Je crois qu'il y a également un film qui est sorti l'année dernière, parce que je l'avais acheté l'année dernière, ce titre. Donc je n'ai pas vu le film, c'est illustré. Donc voilà. Il y a des illustrations, on est plus sur un titre un petit peu jeunesse, je pense. Les histoires peuvent être très courtes, je trouve que les images, elles sont vraiment bien angoissantes, quoi. Cet ouvrage, c'est une compilation de 3 tomes en langue originale. Donc ils ont compilé un petit peu des histoires des 3 tomes qui sont parus aux États-Unis. Et vous avez Terreur et Bizarrerie, quelques récits à sensation qui devraient vous permettre de faire sursauter d'effroi vos amis. Des pas gravissaient l'escalier de la cave. Il vous dévore les yeux, il vous dévore le nez. Danger d'aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est sur des thématiques en fait. Vous avez un titre, alors je sais pas si vous verrez bien. Et vous avez plusieurs histoires à chaque fois. Des histoires assez courtes, ma foi, parce que franchement, elles font toujours 1 ou 2 pages. Donc c'est quelque chose qu'on peut grignoter. Bah, vous en avez même qui font... Alors l'histoire, elle fait que ça, quoi. Je trouve que l'édition est vraiment jolie. À grappiller tout au long du mois, c'est peut-être que ça prêtera à sourire pour certains, ou ceux qui n'ont encore pas osé se mesurer à ce genre de littérature parce qu'ils sont assez impressionnables. Bah, ça peut être une bonne porte d'entrée, je pense. Mais du coup, ouais, j'avais jamais vraiment feuilleté le livre plus que ça, où il y a un moment je m'en souvenais plus. Et du coup, il me donne bien envie, celui-ci. Et du coup, à défaut d'être au coin du feu, on est tout seul devant sa lampe, mais au moins on peut se faire peur. Celui-ci qui est sorti en poche, je vous mettrai la couverture ici, c'est Jonathan Verber, donc le fils de Bernard Verber, qui avait sorti Là où les esprits ne dorment jamais chez Plomb. Et on revient sur la même thématique que pour le graphique de tout à l'heure, c'est une incroyable enquête sur l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'elles étaient 3, et je crois que j'avais raison, elles étaient 3. Mais je sais pas, on nous parle de 2 dans l'autre livre, donc je ne sais pas. C'est son premier roman à l'auteur, et du coup on va suivre une jeune prestidigitatrice, on est en 1888, de rue, qui est engagée par Robert Pinkerton de la fameuse agence de détectives privés du même nom pour enquêter sur le phénomène des sœurs Fox. Ces 3 femmes qui sont à l'origine du mouvement Spirit qui a révolutionné la société américaine puis européenne à partir des années 1850 en y amenant la communication avec les défunts. Donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on est dans une aventure pleine de surprises, où il faut arriver à résoudre le mystère du passé. Est-ce que la magicienne arrivera-t-elle à élucider le secret le mieux gardé du siècle? Donc voilà, il y a l'histoire aussi, comme je vous disais, d'escroquerie. Et que du coup on va engager 2 personnes. Je pense qu'il y a quand même des bases assez solides, historiquement parlant. Et un livre qui m'a toujours fait très envie, que je n'ai toujours pas lu. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Mais franchement, moi, les Sœurs Fox, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les chapitres ont l'air assez courts, donc ça peut se lire assez bien. Donc, et la couverture, alors j'aime beaucoup la couverture du grand format. Moi, je l'ai acheté dès qu'il est sorti. C'était bien la peine, puisqu'il est sorti en poche, je l'ai toujours pas lu. Mais en poche, la couverture est encore plus jolie, je trouve. Celui-ci, pareil, je vous l'ai présenté l'année passée, c'est une trilogie, ici c'est le premier tome, c'est L'Asile du Nord, donc le premier tome c'est Camille de Karine Paquin aux éditions Kennes, donc je vous cache rien, vous avez vu le prix auquel je l'ai payé, et on va suivre une jeune fille de 16 ans qui est internée à un hôpital psychiatrique après la mort de sa grand-mère, et elle est diagnostiquée schizophrénique paranoïde. Pourtant il y a certaines personnes de la ville qui sont convaincues que la fille elle est pas folle, et qu'il y a quelque chose d'invisible à l'homme qui peut s'emparer de lui et détruire sa vie. Basé sur un fait vécu. Donc ça déjà, ça rajoute un petit peu une ambiance de suite, un boom, ça vous tombe dessus comme ça. Et voilà. Et alors, ce qui était assez original, c'est que déjà la mise en page, vous voyez, ça peut se lire très vite. Et il y avait tout le long des espèces de documents qui venaient un peu amener une autre expérience de lecture au récit. Et pourquoi il y a 3 tomes, je ne sais pas. Vous voyez, on la voit au début, hein, la famille héroïne avec une espèce de fichier. Et je sais pas, moi ce livre me faisait fort envie. À la base, je crois que c'est québécois ou... Oui, je crois que c'est québécois à la base. Hein. Kennes, ils reprennent souvent... Voilà, ça vient du Québec à la base. Mais je sais pas, ça me donnait fort envie. Et moi, vous savez, ils ont juste mis histoire basée sur un fait vécu. Ça y est, ils m'ont eu d'office. Hein. Et moi, tout ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, j'aime bien. Oui, je sais.
Celui-ci, je vous l'ai présenté, pareil, il y a peu de temps. C'est La Mélodie des larmes de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror, où ici l'autrice revisitait un conte de... Attendez, je sais plus. Des frères Grimm, qui s'appelle Les 7 corbeaux. Donc il paraît que c'est un conte qui est tout petit. D'ailleurs, il est en fin d'ouvrage, m'avait dit l'autrice que j'avais rencontrée. Voilà, le conte fait 1 page et demie, hein. Franchement, je ne vous mens pas. Voilà. Et du coup, elle s'en a inspirée pour écrire une histoire. Donc bien évidemment, j'ai eu l'œuvre dédicacée. Nina Gorlier, vous la connaissez peut-être pour cet ouvrage qui est sorti au Chat Noir, aux éditions du Chat Noir et qui marche plutôt bien. Et que j'ai envie de me procurer par la suite, mais je vais déjà la découvrir avec celui-ci. Et là, on va suivre une fille qui est atteinte d'une maladie mentale, mais personne ne prête vraiment attention à elle, parce que ça se passe à une autre époque, donc à cette époque-là, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Et elle a un ami imaginaire, elle le rejoint toutes les nuits, et lui permet de faire des rêves lucides, et elle se réfugie dans les songes pour fuir cette réalité qui ne lui correspond pas, vu la souffrance qu'elle endure avec sa maladie. Jusqu'au jour où elle croise en chemin un entrepasseur, une entité qui régit le monde onirique, qui lui pose un défi. Elle a 7 jours pour retrouver 3 clés qui l'amèneront au plus profond du royaume. Si dans le temps imparti, elle n'y arrive pas, son ami imaginaire Frédéric, qui est un être aveugle mi-homme, mi-corbeau, mourra. Donc elle n'a pas le choix. Et dans la construction du récit, m'avait expliqué l'autrice, c'est construit selon les 7 étapes du deuil. Et voilà, moi je trouve, vous savez que moi la thématique du deuil, aussi morbide que ça puisse être, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'en avais très envie, elle me l'avait hyper bien vendu. Et je me dis que la période s'y prête bien. Et celui-là, ça fait un petit moment que je dis qu'il faut que je le sorte et je le fais pas. Et chez Magic Mirror, toutes les couvertures sont illustrées par Minahem et c'est absolument sublime. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop beau. J'ai trouvé des reliques aussi dans ma palle, des livres que j'ai depuis un moment quand même. Alors c'est les éditions Terre de Brume. J'ai jamais lu de livres de cette maison d'édition. Et c'est des livres que j'avais trouvés il y a très longtemps. Alors quand je vous dis très longtemps, il y a plus de 8 ans. À Nos. Et je sais pas, il y avait quelque chose dans dans les couvertures, quelque chose d'un peu glauque, malsain, enfin je sais pas, quelque chose qui me mettait un petit peu mal à l'aise, enfin c'est très personnel. Mais du coup je les ai ressortis et je me suis dit, mais Laurent tente. Alors je pense qu'ici on serait plus dans quelque chose de gothique, hein. Mais il n'y a aucune certitude là-dessus. Vous avez vu, le format des livres fait un peu rappeler les Actes Sud. Donc même par rapport au résumé derrière, donc ici nous avons Lucifer et l'enfant de Ethel Manin. Donc nous sommes dans les années 30. Et il y a une fillette solitaire et sauvage qui rencontre au hasard d'une sortie en forêt avec son école un homme cornu qui montrera à l'enfant quelques-uns des simples mystères des sous-bois. Donc ça donne bien l'ambiance déjà. C'est la première fois qu'il est proposé intégralement traduit. Le bruit que vous entendez, c'est le chien derrière. Et on va être sur une critique d'une société sans espoir ni lumière où les oppressés se torturent entre eux, une description d'un pays disparate qui marche à grands pas vers sa destruction, et un roman d'initiation amoureuse et un conte fantastique, Lucifer et l'enfant est l'un des grands textes oubliés de l'entre-deux-guerres britannique. Nous verrons bien, nous verrons bien. Alors c'est pas écrit très gros, hein, mais bon, c'est peut-être bien. Faut tenter, hein. Là pour le coup c'est partir un petit peu à l'aventure. Dans cette même collection, il y avait également que j'avais pris La falaise hantée de Dorothy McCardle. Donc ici, on suit Roderick Fitzgerald et sa sœur qui achètent une maison sur les côtes sauvages de Cornouailles, assez éloignée de Londres, parce que Roderick veut travailler sur ses pièces de théâtre en toute tranquillité. Mais la maison est hantée, l'atmosphère d'une des chambres est insupportable, il y a une silhouette qui est fréquemment aperçue dans les couloirs et les escaliers. Et ils apprennent par le passé qu'il y a 2 femmes qui sont mortes dans d'étranges circonstances. La falaise hantée est l'un des grands romans anglais gothiques des années 40 dans la droite lignée de Rebecca de Daphné du Maurier. Mais du coup, voilà, ça a l'air d'être bien, maison hantée, un petit peu angoissant, ça peut le faire aussi. Et le dernier de cette collection, c'est un recueil de nouvelles, il est encore emballé en plus. Ah, lui, la collection, c'est Terre Fantastique, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Donc ici, c'est La Bête à 5 doigts de William Fryer Harvey. Donc le livre doit dater un petit peu plus parce qu'ils n'ont pas la même, vous savez, il n'y a pas la même mise en page. Là, Terre de Brume, il y a un petit logo et là, il n'y a rien. Enfin, on s'en fout. Des nouvelles. Une inquiétante malade réussira-t-elle à échanger sa santé déficiente contre celle florissante de son infirmière? Une idole africaine offerte à une petite fille anglaise
peut-elle imposer sa domination sanglante aux blondes poupées de la chambre d'enfant? Une main embaumée est-elle devenue cette bête à 5 doigts qui sème la peur et la mort autour d'elle? Alors on nous dit que William Fryer Harvey est l'un des grands auteurs de la littérature fantastique anglaise, dont l'œuvre est demeurée peu connue du public français. La Bête à 5 doigts est considérée en Grande-Bretagne comme l'un des classiques du genre et les 20 nouvelles de ce recueil sont de William Fryer Harvey, un des maîtres incontestés de la peur. Donc écoutez, la petite image, la voici. Pourquoi pas, c'est le moment de les sortir. Ensuite, autre thématique, je suis parti sur encore autre chose, ici on va être sur du thriller. Certains titres, je les ai depuis 1000 ans, encore une fois. Laurent a acheté des titres qu'il n'a pas lus en grand format quand ils sont sortis. Mais du coup, depuis, ils sont sortis depuis très longtemps en poche, dont celui-ci, si vous n'en avez pas entendu parler, vous devez vivre dans une caverne. Parce que franchement, il a tourné de ouf. C'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, donc chez Calment Lévy dans la collection Noire. Ici, on suit une mère avec son enfant qui sont en cavale, qui retrouvent refuge en Pennsylvanie. L'enfant va disparaître et 6 jours plus tard, il va revenir. Et il y a quelque chose qui a changé et il y a une voix dans sa tête qui lui dicte une mission. S'il n'obéit pas, sa mère et tous les habitants risquent son courroux. Si vous n'êtes pas renversé par les 50 premières pages, il faut aller consulter. De Joe Hill. Ah bah effectivement. Donc voilà, celui-là, je vais pas revenir plus que ça dessus. Pourquoi il me fait peur? Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Je sais qu'il y avait quelques longueurs. J'avais vu beaucoup de retours comme quoi on nous disait que il y avait 200 pages en trop. Et que sur la fin, ça se traînait un petit peu. Mais le mieux est que je me fasse mon avis moi-même. J'ai vu des gens le lire en 3 jours. Et je me dis, lire ça en 3 jours, il fait quand même presque 800 pages. C'est que, voilà, il me fait fort envie, mais à chaque fois je dis je vais y aller, et je n'y vais pas, et me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Celui-ci en auto-édition, on est encore sur un recueil de nouvelles, je l'ai mal placé, j'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave. C'est Promenons-nous tant que la mort n'y est pas de Mélanie Desforges, que j'ai pareil depuis un petit moment aussi, j'aime beaucoup la couverture. On va suivre, ah oui, donc il y a une histoire en soi avec un personnage qui s'appelle Franck, et chaque histoire, l'histoire de Franck va se découper à travers des nouvelles. Je crois que c'est ça. Donc on va suivre Franck, c'est ça, qui écrit un recueil de nouvelles avec 6 nouvelles d'horreur. Et nous on va découvrir ces nouvelles qu'il écrit. Entrez dans cet univers où l'ennemi est en vous, où la faucheuse vous observe de près. Entre bien et mal, le combat est souvent rude. Qui en sortira vainqueur? Et au fond, peut-il vraiment y avoir un vainqueur si ce n'est la mort elle-même? J'avais même eu une petite dédicace de Mélanie Desforges avec le petit bonhomme, c'est rigolo. Je ne me souvenais plus. Aux éditions de Tocqueville, pareil, recueil de nouvelles également, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas rangé dans le bon truc, enfin j'ai fait n'importe quoi. C'est les chroniques de Sainte-Madeleine que je n'ai pas lues. Ici on est encore dans un hôpital psychiatrique. Mais entre ces murs sombres vous ne trouverez nul remède, la solitude et la souffrance s'insinuent dans les esprits fragiles, entraînant les malades aussi bien que le personnel sur les pentes glissantes de la démence. Donc il y a 9 histoires qui composent ce récit. Les personnages tourmentés se croisent et lient leur destin à la recherche du seul bien ayant encore de la valeur en ce lieu oublié du monde, l'espoir. Je trouve la couverture incroyable. Il y a je crois qu'on suit, il y a des petits zigouigouis en bas. Et je sais plus, c'est un des premiers titres qui est sorti de cette maison d'édition. C'est une petite maison d'édition, mais je pense que la couverture parle d'elle-même, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et ça a l'air top aussi. Un titre de chez Inceptio, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. On est toujours dans ce côté un petit peu thriller. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous ai mis ça dans du thriller. Ça, c'est pas du thriller, hein. J'ai dû me planter. Donc, on est dans du thriller de Luca Tatiazim, donc La Forêt, où on suit des enfants en 1958. Cet enfant qui s'égare dans une forêt et qui vont comprendre très vite qu'ils sont prisonniers dans cette forêt, qu'ils n'arrivent pas à sortir et qu'il y a une chose, qui rôde. Donc il faudrait que je m'y mette parce que j'avais quand même passé une commande à la base pour ce titre qui me faisait fort envie. J'ai toujours pas sorti et je me dis que pour le mois d'octobre, ça peut le faire. N'entrez pas dans cette forêt, vous pourriez ne jamais en sortir. Comme ça, au moins, je me ferai mon avis. Alors, autre titre de thriller que j'ai acheté il y a à peu près 1 an, que j'ai très envie de découvrir parce que j'adore la couverture. C'est une série en 4 tomes de Gilles Caillot aux éditions Phénix Noir. Je crois édition Phénix Noir, non? Non, aux éditions IFS dans la collection Phénix Noir, je vous dis des bêtises. Donc c'est le cycle du mal ici, le tome 1, l'ange du mal. Donc ici c'est sur une tétralogie de
de Gilles Caillou. Il l'a appelé Le cycle du mal. C'est la tétralogie de Massimo Zanetti et le tome 1 s'appelle L'ange du mal. On suit un homme qui tue atrocement dans la capitale rhodanienne. Et on va suivre deux enquêteurs, Massimo Zanetti qui est capitaine de police à la criminelle, et Julie Martin qui est responsable de l'IML, et il est amoureux d'elle, et ils vont mener une chasse à l'homme qui va les mener dans un des lieux les plus mystérieux de la cité lyonnaise, les catacombes. Il paraît que c'est hardcore, qu'il faut s'accrocher. Moi, ce que j'adore dans cette édition, c'est qu'en fait, la tétralogie, vous mettez les 4 livres l'un à côté de l'autre et ça vous fait une frise. Je sais, c'est un détail, mais moi j'aime beaucoup ce genre de détails. Et voilà, on me l'avait conseillé, les chapitres ont l'air d'être assez courts. Il me fait très peur, parce que j'ai peur que ce soit vraiment très sanglant. Il me fait très envie, j'adore la couverture, il me fait en même temps très peur. Donc à voir. Moi, vous savez que j'aime bien les romans noirs psychologiques, mais alors quand c'est sanglant, quand c'est... j'ai plus de mal. Ensuite, on va partir sur du jeunesse. Tout d'abord, en jeunesse, je vous présente le titre de Anthony Lamacchia, que je vous avais déjà montré, Édouard Sagdos, l'apprenti nécromant. Voilà, Anthony Lamacchia, moi j'aime sa plume. Regardez, il y a même une petite carte. Voilà, c'est Anthony, il a écrit un peu sur tous les thèmes. Il a écrit en jeunesse, il a écrit du thriller, il a écrit de l'horreur, de la dark fantasy, enfin, un recueil de nouvelles. Franchement, il a écrit pas mal de choses de recueil de nouvelles, je vous en avais parlé d'ailleurs. Et l'horreur aussi, puisque c'était le carnaval de Saint-Vue. Et ici, on va être sur du jeunesse, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Édouard Sagdos. Mais il n'est pas comme les autres, il est capable de communiquer avec les morts, c'est un nécromant. Et ses camarades, il l'embête tout le temps à l'école, et jusqu'au jour où il veut se venger, il décide de réveiller un des cadavres qui peuplent le cimetière, et qui serait un grand criminel. Manque de bol, il réveille le fameux criminel qui est devenu un zombie, hein, je ne dis pas, voilà, le zombie sort de sa tombe. Et lui dit, mais en fait, le criminel, j'ai été accusé pour rien, c'est pas moi. Et du coup, va partir une folle aventure où Edouard va essayer de rendre sa dignité au faux criminel, du coup, et trouver qui avait commis ces crimes. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, si je vous dis Halloween, si je vous dis frisson, je pense que les gens qui ont mon âge, ou dans ces eaux-là, ont découvert Chair de poule. J'étais obligé d'en parler, voilà, c'est un petit peu le classique qu'on a tous connu étant ado, ou même plus jeune. Donc là, c'est la biographie de l'auteur. J'avais trouvé ça d'occasion, je ne sais où. Mais si je vous parlais de ça, donc je vais pas revenir sur Chair de poule, hein, je pense que tout le monde connaît. Mais une autre série qui a été écrite également par R.L. Stein, que moi j'ai lu ado et que j'adorais. Là, on est plus... ça reste creepy, mais il y a aussi un petit peu un côté thriller, et que j'avais beaucoup aimé. C'était la collection des Peurs Bleues, de chez J'ai lu. Donc moi, j'avais perdu, en grandissant, je les ai paumés, et en fait, je les avais retrouvés sur Vinted. Donc par exemple celui-ci, Paris Mortel. Donc ils croyaient participer à un simple jeu, ils avaient rendez-vous avec la mort. Donc là on est sur quelque chose d'un peu plus léger dans le sens où ça s'adresse à des ados. Donc voilà, on va pas être dans quelque chose de très gore, mais pour les gens qui veulent un petit peu du creepy sans que ce soit trop prononcé, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, ça peut être pas mal. Et là on suit des jeunes, alors il y a 3 garçons et 4 filles qui passent un week-end au ski. Et je crois qu'ils commencent à tomber tous comme des mouches, il y en a un qui les tue tous un par un. Et on cherche à savoir qui a tué justement. Je regarde un bon souvenir, je l'avais lu il y a très très longtemps. Alors c'est une histoire très courte, hein. Là on est sur 120 pages. Donc voilà, c'est écrit plutôt gros. Ça peut vous faire une petite soirée, quoi. Ça peut être pas mal. Je vous en ai sorti 2-3 que moi j'avais lu à l'époque, donc je ne me rappelle pas tous, forcément. La chambre condamnée, elle rêve d'ouvrir la porte interdite, mais après, il sera trop tard. C'est une femme qui visite une maison, ou une jeune ado, je ne sais pas, qui visite une maison... avec un agent immobilier, et elle va se rendre compte que dans le grenier, il y a une porte qui est placardée par des planches cloutées et qu'on ne peut pas rentrer dedans. Et elle demande ce qu'il y a derrière la porte, et la femme lui répond « On raconte une histoire assez horrible sur cette maison. Il y a 100 ans, quelqu'un aurait été tué dans cette pièce, depuis la porte est verrouillée à jamais. Un meurtre 100 ans auparavant, mais même si c'était vrai, pourquoi condamner la pièce ?» Lentement, Léa s'approche de la porte, le cœur battant. Irrésistiblement attirée, elle pose sa main sur la poignée. Donc voilà, on est dans des petits trucs un petit peu plus gentillets, sympatoches. Et quand je vous dis, regardez, 19 francs, hein, c'est que... Je sais pas en quelle année c'est sorti. 91 aux États-Unis et 97 en France. Donc ça commence un petit peu à dater. Mais franchement, c'était vraiment pas mal. Je sais pas si aujourd'hui j'aurai le même engouement. Et je vous en ai sorti un 3e, Halloween Party. À la fin de la fête, c'est la mort qui les attend. Donc voilà, Halloween, j'étais obligé de le sortir. J'en ai d'autres, hein, mais je vais pas non plus vous faire tous les titres. Donc ici, on est sur la période d'Halloween. Tous les jeunes du lycée sont super contents.
Ils sont invités par Justine, une nouvelle, qui arrive au lycée et tout le monde s'interroge pourquoi on les a invités. Est-ce qu'ils ont été choisis au hasard? Est-ce que c'est voulu? Personne ne sait. Et jusqu'au moment où arrive le jour J, ils arrivent déguisés chez cette fille-là. Et là, ils commencent à trouver bizarre parce que les décors et les costumes font plus vrai que nature. Toile d'araignée, crâne en papier mâché. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Jusqu'au moment où on va retrouver un de leurs collègues, un de leurs camarades qui est mort, poignardé, dans le placard. Et à partir de ce moment-là, la fête va virer au cauchemar. Et voilà, moi ces petits titres-là, je trouve que c'était cool de faire des petites séries creepy pour les gens qui aimaient ça. Donc moi j'étais déjà fort attiré par ça à l'époque. Donc c'est plutôt sympathique. Et du coup ces titres-là de Peur Bleue sont ressortis aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est les mêmes, mais à la base cette série de livres, c'est une série de livres de R.L. Stine qui s'appelle Fear Street. Et PKJ a ressorti, alors je crois que c'est l'année dernière, les titres de Fear Street. Alors je sais pas si c'est dans l'ordre, parce que déjà ceux-là, je sais pas s'ils étaient dans l'ordre. Mais cette série de livres, donc moi j'avais pris le premier, il y a eu les films sur Netflix qui n'ont rien à voir, moi j'avais vu les films, je crois qu'il n'y a pas vraiment de rapport. Donc si c'était le premier titre, c'était La Disparue, et le deuxième c'était Nuit Fatale. L'amour de votre vie vaut-il tous les sacrifices, y compris la mort? Donc j'avais dit que j'essaierais, parce que c'est pareil, c'est des livres qui font 220 pages, c'est écrit relativement gros. J'avais dit que je retenterais pour voir si ça peut me ramener un petit peu à l'époque où je lisais ces petites choses-là, mais ce n'est toujours pas fait. Donc ça, je me dis que c'est des trucs que je pourrais lire très vite. Mais voilà, si jamais vous avez du mal à vous procurer cela, sachez que régulièrement PKJ sort cela. Je sais pas où ils en sont, je crois qu'il y en a 3 ou 4 de sortie, si ce n'est plus. Mais voilà, ils sont à 9,95, ça peut être aussi sympathique. Et pour finir, une autre série vintage. Alors que moi, je n'ai pas connue, mais je l'ai connue indirectement parce qu'on m'a prêté un livre quand j'étais ado, mais je pense que c'est une série qui date un petit peu plus. C'est la collection Haute Tension de chez Hachette. Donc ici, c'est la série Spectre. Alors je crois que c'est la série Spectre dans la collection Haute Tension. L'heure de l'angoisse, donc il y a la chambre des maléfices, de J. Patton Smith, comment on m'avait prêté il y a très 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 longtemps. C'est sur une histoire de maison hantée. Pareil, c'est des séries très courtes. Ici, il fait 150 pages. Bon, ils ont accusé le temps, hein, ils sont un petit peu jaunis, vous voyez, c'est un petit peu vintage. Et ça date de... Alors moi, je les ai peut-être pas trouvés forcément en excellent état, hein, ils ont pris un peu l'humidité, et c'est de l'occasion en même temps. Ça date de 83 aux États-Unis et de 85 en France. Donc voilà, moi j'avais que 3 ans, donc j'ai pas pu les connaître. Mais je me dis que voilà, les gens qui aiment bien les anciens titres un peu vintage, ça peut être pas mal. Moi j'avais lu celui-ci que j'avais bien aimé. J'avoue que sur certains éléments du récit, ça semble un peu daté. Mais j'avais passé un bon moment et j'en avais gardé un excellent souvenir. D'ailleurs, j'ai mis des années à retrouver le titre de ce roman jusqu'au jour où je suis tombé par hasard dessus sur Vinted. J'étais joué au bonheur de le relire. Bon, bien évidemment, j'ai pas eu la même excitation qu'à l'époque où je l'ai découvert, mais ça restait sympa. Donc du coup, je les ai sortis. Les autres que j'avais trouvés, j'avais acheté un lot. Et pour vous montrer un petit peu les couvertures vintage qu'il y a. Donc il y a Les Eaux dormantes de Carl Layman. J'adore ces couvertures vintage. Parce que souvent, on nous montre les Pocket Terror et tout ça, mais on ne montre pas cette collection. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un les montrer, donc j'en profite. L'ombre de l'arbre mort. Soif de vengeance. La vengeance du feu et le salon de l'épouvante. Donc si vous êtes expert ou collectionneur sur tout ce qui est titre d'horreur, ça peut être une solution. Bon, je vous explique, les livres sont un petit peu en très mauvais état. Je pense que ça devait être dans une cave ou quoi, mais bon, vu le prix, je me suis pas trop posé de questions. Donc il y a toujours un peu la même charte à l'intérieur de la mise en page, vous voyez, avec des petites... Mais voilà, c'est des petits titres sabatoches. Et du coup, pour finir, et après je vous laisse parce que je parle, je me fatigue. Je vais vous montrer un petit peu ma palle, du coup, un début de palle pour ce mois d'octobre. J'ai dit que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré. Alors, les livres que je peux potentiellement lire en dehors de ceux que je viens de vous montrer. Et il y a également les titres que je suis sûr de lire. Je dois finir, ça fait 2 ans que je suis dessus, il est temps, c'est le dernier tome de la trilogie dont je vous ai déjà parlé, The Circle. Ici c'est le chapitre 3, La Clé, un beau bébé. C'est de Sarah B. Elfgren et de Mats Strandberg. Je vous ai parlé des deux autres tomes dans d'autres bilans lecture, je ne sais plus lesquels malheureusement.
Je crois que le 2, je l'ai lu pendant le Scary Spooky Challenge, me semble-t-il. Alors ici, on est sur un petit beau bébé qui fait plus de 1000 pages. Mais j'avais adoré les 2 premiers. On est sur du fantastique young adulte, new adulte suédois. Donc ça changeait. Une trilogie qui a eu un succès monstre là-bas, mais qui est sortie déjà il y a un petit moment. Hein. Il y avait eu un film qui avait repris le premier tome, mais je trouve que le livre est mieux que le film. Donc une série qui est sortie en 2013 en Suède et en 2017 chez nous, chez Fleuve Édition. Et du coup voilà, je les avais depuis très très longtemps, je sais pas pourquoi, je les avais pas sortis. J'ai sorti le premier tome que j'ai adoré, le deuxième pareil, et voilà, le troisième c'est bien parce qu'on va être sur une histoire avec des sorcières. Mais également, on s'intéresse beaucoup à la vie de ces jeunes filles. Et j'adorais. Je m'attachais beaucoup au personnage. Et j'ai vraiment hâte de connaître la fin de cette histoire. Et honnêtement, j'ai pas plus peur que ça de la taille du livre. Parce que je sens que je vais passer un excellent moment. Le tome 2 faisait 800 pages et je crois que je l'ai bouffé en 2 week-ends. Je lisais ça le week-end et j'avais adoré. Franchement, une série qu'on n'a pas vu assez passer et qui est vraiment très bien. En lecture commune, je dois lire ce mois-ci avec Books of Zatanna, Magali 1974 de Arnaud Codeville. C'est le seul titre de Arnaud que je n'ai pas encore découvert. Ça fait un petit moment que je dis faut que je lise, et je ne le fais pas. L'année dernière, j'avais découvert son dernier titre, Règne, pendant le Pumpkin Autumn Challenge, que je ne ferai pas cette année. Et voilà, moi Arnaud Codeville, c'est une valeur sûre. Si vous voulez lire des livres angoissants, d'horreur et tout, en auto-édition et qui est top, c'est Arnaud. Arnaud, allez-y. Il a sorti 4 titres. Il y a La Tour de Sélénite, 1974, Parasite et Règne. Moi j'ai lu 3 sur 4. Et à chaque fois c'est banco. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très bien. Et ici on est sur... ça se passe toujours plus ou moins dans le nord de la France. Il y a des pompiers qui mettent le feu au 16 de la rue Jean Jaurès. Et les gens se regroupent pour voir ce qui se passe. Et cette maison aurait été supposée être hantée. Et parmi cette foule, il y a un homme qui assiste à l'incendie. Et lui, il est fasciné par l'agonie de la bâtisse. Pour rien au monde, il n'aurait raté ce moment. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette maison du 16 rue Jean Jaurès? Donc à découvrir. Et je découvrirai ça avec Magali. Autre LC que je ferai aussi avec Magali. Avec Magali, on est toujours en train de faire des LC. Avec Magali dans Books of Zatanna, mais également avec ma copine Mylène de l'Insta L'Origami des Songes. Nous allons découvrir le 3e et dernier titre de Dawn Kurtagish. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et à chaque fois, on le découvre. C'est un petit peu notre tradition à nous trois. On découvre ça ensemble. Donc ce sera The Dead House. Donc c'est le premier titre qui était paru, je crois, au Chat Noir. Parce qu'il y a 3 titres qui sont parus de cette autrice. Oui, son premier roman. Voilà. Chef-d'œuvre d'angoisse qui réunit rapport de police, compte rendu psychiatrique, retranscription vidéo et extrait du journal retrouvé. Donc vous savez, c'est cette autrice qui a cette particularité de mettre des photos dans ses romans ou des morceaux de documents. Vous voyez déjà la mise en page, elle est... franchement, je trouve la mise en page ouf, avec les petits éclats de sang. Et vous avez donc du coup... Des petits trucs un peu bizarres, mais voilà, c'est ce qui fait l'ambiance. Vous avez ça. C'est Dawn Kurtagish, elle a ce secret et moi j'adore. Donc il y a des espèces de rapports de police avec des tâches. Vous voyez, là on est sur un rapport ou sur un journal. Je crois qu'il y avait aussi des morceaux de documents. Donc je pense qu'elle a appuyé le truc au fur et à mesure de ses autres récits. Hein, on les a pas lus dans l'ordre chronologique. Parce que c'est beaucoup plus présent dans Les Brumes affamées. Et voilà. Et moi je sais que là j'y pars. Je trouve la couverture est de Marcela Bolivar, elle est magnifique. Et là j'y vais les yeux fermés. En plus je suis avec les copines donc ça va forcément bien se passer. Et également une petite LC qui s'organise autour. Alors on n'est plus trop dans l'horreur, on est plus dans de l'urban fantasy. C'est Kate Daniels de Ilona Andrews, donc un groupe d'auteurs qui ont sorti cette série qui cartonne, Kate Daniels, donc qui est en 10 ou 12 tomes, 13 tomes, je ne sais plus. Donc ici, dans cette édition collector, vous avez le tome 1, La Morsure Magique, et le tome 2, Les Brûlures Magiques. C'est chez Bookmark dans la collection Infinity. Et alors je vous dis ça, mais je ne sais plus le nom de la personne qui organise la LC. Je vous la mettrai là. Et elle demandait si on voulait participer, donc moi j'ai vu qu'elle faisait un appel, j'y suis allé, je dis si ça peut me permettre de le sortir.
Parce que c'est quand même, on est quand même sur un super bel ouvrage. Et j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde a autant d'engouement autour de cette série. Donc je découvrirai le tome 1 avec eux. Voilà. Sur ce, je me rends compte que j'ai beaucoup trop parlé. J'avais tellement envie de vous montrer un petit peu les livres qui me font envie. Mais je pense que j'en ai peut-être montré trop et la vidéo va durer 1000 ans. J'essaierai de rectifier le tir au montage pour qu'elle soit un peu moins longue. Laurent et les vidéos courtes, ça fait pas... Il y a un problème de connexion. Je parle trop. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Ah ben, je vous ai même pas montré mon beau t-shirt. Regardez, qui va très bien avec la thématique de la vidéo. Je l'adore. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, hein, parce qu'après avoir montré des livres, maintenant je vous montre mes fringues. Enfin, je sais pas où on va au monde, on y va. Hein. Et je vous dis à plus tard. Salut.